La soutenance de thèse, donc aujourd'hui, de Quentin Saint-Christophe, de l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur et le numérique, intitulée Fusion d'informations multisources en monde ouvert, vulnérabilité du processus et gestion des conflits, qui sera présentée devant le jury, composé d'abord des rapporteurs, Éric Lefebvre, professeur des universités à l'Université d'Artois, Sébastien Destercq, directeur de recherche CNRS à l'Université de technologie de Compiègne, des examinateurs, Thierry Deneux, professeur des universités à l'Institut universitaire de France et Université de technologie de Compiègne, Jean Désert, maître de conférence à l'ONERA Palaiseau, et de moi-même, Anne-Laure Joussem, directrice de recherche CS Group à Toulon. L'encadrement de Abdel Boudra, professeur des universités à l'école navale, et l'ENSAM, directeur de thèse, Cyril Ray, maître de conférence, école navale, l'ENSAM encadrant, et Christophe Oswald, enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne, à Brest, encadrant également, ainsi que devant l'invité Alain Dasturge, ingénieur système Thales DMS à Brest. Donc, vous aurez 45 minutes pour nous exposer vos travaux, qui sera suivi par une période de questions, en commençant par les rapporteurs, les examinateurs, et peut-être un petit mot par l'encadrement. Donc, Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, mes travaux de thèse ont été réalisés au sein de l'école navale dans la chaire de cyberdéfense des systèmes navals, qui est un groupement de recherche alliant des acteurs académiques, industriels, l'ENSTA Bretagne, IMT Atlantique, Naval Group et Thales. Et mes recherches ont été effectuées au sein des laboratoires de la STIC et IRENAV, à l'école navale. Tout d'abord, une petite mise en contexte. Voici le scénario qui a été mis au point dans les locaux de Thales avec Alain Deuturge, ici présent, qui met en relation différentes entités maritimes qui échangent de l'information. Et cette information peut être vulnérable et sujette à des imperfections compte tenu du contexte défense et la complexité du milieu maritime. Cette information donc, peut présenter des formes d'imprécision, d'incertitude, d'incomplétude. Et l'objectif de cet ensemble d'entités marines est de combiner cette information pour obtenir l'information raffinée et faire de la prise de décision en temps réel. Le contexte global est finalement la diversification des sources d'information, l'augmentation croissante du nombre de capteurs à bas coût, ainsi qu'une baisse considérable de la qualité des capteurs lorsqu'ils sont à bas coût. Donc la vulnérabilité augmente et la fusion d'informations se fait de plus en plus nécessaire pour exploiter donc la diversité, donc la complémentarité, la redondance de l'information et paralléliser les tâches. La fusion d'informations est un contexte qui présente une kyrielle de questions et de verrous scientifiques. Nous nous intéressons, nous, à quelle est l'origine des conflits entre les sources, au sein des sources. Ensuite, nous nous intéresserons aux propriétés des sources en tant que telles, de l'information qui est délivrée. Ces propriétés sont liées à la vulnérabilité des sources en contexte défense. Et aussi, comment formaliser mathématiquement cette incertitude, les méthodes de combinaison, le choix de l'espace et comment modéliser donc cet incertain mathématiquement. Par cette mise en contexte, nous allons exposer les outils mathématiques. Ensuite, le cœur théorique de notre travail qui propose une nouvelle règle de combinaison basée sur une nouvelle mesure de conflit et deux applications à des données sismographiques réelles dimensionnantes et par la contrainte du manque d'accès à des données marines, de la mise en place d'un système de pigment crédal et de tests d'infection inhérents. La suite de ces travaux sera conclue et les pistes de recherche seront exposées. La façon la plus directe de représenter l'incertain, c'est la probabilité. Nous verrons qu'en présence d'informations qui présentent des manques d'incertitude épistémique, donc pas seulement de l'aléatoire, le formalisme probabiliste présente des lacunes et ne permet pas de résoudre le système, comme par exemple celui-ci, où oméga et θ sont deux ensembles. On pourrait choisir un cambrioleur s'enfuit par la fenêtre dans une enquête policière ou un cambrioleur avait un associé. Ici, en cherchant la probabilité
jointes à partir des marginales, on a un système à plus d'équations que d'inconnus, ce qui ne permet pas de répondre au problème directement avec l'outil probabiliste. Ces probabilités répondent à un ensemble de probabilités dans un ensemble convexe majoré et minoré par deux bornes. Et l'objectif de cette thèse, c'est de travailler avec l'incertitude épistémique, incertitude qui est liée au manque de connaissances causé par la complexité du milieu, et d'éviter le choix arbitraire d'une unique distribution. Donc, l'information additionnelle pour affiner ce choix, c'est la fusion d'informations. Le formalisme utilisé est la représentation de Dempster-Schaffer de l'information qui préconise deux piliers, deux axiomes qui sont que les sources sont indépendantes et a priori d'importance égale. On va parler de sources d'information qui sont finalement des faisceaux d'indices puisque l'information est incomplète et cette source d'information peut être, voilà, comme on dit, un avis d'un expert, d'un détective, et aussi une information radar, une optronique, une information passerelle, un fil d'actualité. Le formalisme se présente de la sorte. On va se servir de fonctions de croyance qui permettent d'évaluer la certitude, l'impossibilité, mais aussi l'ignorance sur une hypothèse X, qui peut être une position, une température de navire, quel que soit l'objet représenté. Pour faire le lien avec les probabilités, cet encadrement pessimiste-optimiste est fait de la sorte. La borne supérieure est la plausibilité, donc le dual de la crédibilité, qui est le point de vue plutôt pessimiste de l'occurrence d'un événement. Une autre façon de représenter qui est totalement équivalente est la fonction de masse, qui présente l'avantage d'obtenir une somme unitaire, comme pour les probabilités, par transformation de Möbius de la crédibilité, la fonction Bell de crédibilité, et qui permet, en langage informatique, de coder sur un nombre limité d'éléments focaux. La fonction donc, de croyance est un engagement au sous-ensemble de X, tandis que la plausibilité est bien le renoncement au sous-ensemble du complémentaire de X. Les hypothèses de base sont que finalement, un faisceau d'indices appelé corpus probatoire va intégrer l'information et l'accumuler tout au long de la fusion, et on va présupposer que la précision de l'information réside dans l'intersection de toute l'information délivrée par les faisceaux d'indices. La façon la plus directe de combiner, la façon primaire, c'est la génération de l'inférence bayésienne par Dempster, qui la somme, la projection orthogonale de deux fonctions de croyance sur les intersections donc non vides, donc les Z non vides, avec le conflit est égal à l'intersection vide. Les hypothèses de base, c'est que oméga sont que oméga est complet et bien défini. Ce conflit est alors réparti uniformément sur les ensembles de oméga. Le monde ouvert, donc le paradigme qu'on va traiter dans ces travaux, préconise que oméga est possiblement donc non exhaustif, et on va faire en sorte d'allouer le conflit à la masse sur l'ensemble vide et le conserver sur l'ensemble vide pour modéliser finalement la non-exhaustivité de la oméga, le cadre de discernement, l'univers des possibles. Ça peut être une position d'un navire, un état de mer, etc. La répartition du conflit donc en monde fermé, comme on l'a vu, peut être uniforme, mais elle peut être aussi une fonction des éléments qui ont causé le conflit, proportionnelle, locale, et finalement est justifiée en fonction du cas applicatif de la fusion. Elle contraint toutefois les croyances à évoluer dans oméga, ce qui, dans un contexte aussi complexe que le milieu maritime, peine à décrire certaines situations. On va s'intéresser à l'exhaustivité d'oméga, on va questionner son exhaustivité, et on va s'appuyer sur la façon de combiner l'information en monde ouvert. Et avec la règle unique qui existe actuellement dans l'état de l'art, de combinaison qu'on a présenté précédemment. Elle évite une répartition donc, problématique des conflits, qui sont parfois très forts, et son désavantage, si je puis dire, c'est que lors de combinaisons successives, la croyance en la masse sur l'ensemble vide, en ce qui est extérieur à oméga, a tendance à écraser l'information dans oméga. On va s'intéresser à casser cette propriété. La règle de fusion de combinaison de l'information qu'on a développée et prouvée ici se base sur une nouvelle mesure de conflit, dite mesure de conflit cohérente. Prenons l'exemple d'un cambriolage, d'un scénario de cambriolage, pardon, où un détective, un agent et un voisin qui a été interrogé qui est témoin du coup d'une scène de cambriolage dans une maison, vont essayer d'évaluer les points d'entrée-sortie du cambrioleur. Donc on voit que pour des fonctions de masse identiques entre le détective et l'agent de police, qui sont finalement d'accord sur leur déduction, le voisin présente
donc une hypothèse sur comment s'appelle, le cambrioleur s'est enfui par la porte, ou alors l'ignorance totale, tandis que le détective et l'agent de police préconisent soit le jardin, J, oméga J, ou la fenêtre, oméga F. On voit qu'avec la règle classique de combinaison, ces masses sont totalement égales, ce qui semble trop approximatif à notre sens, puisque la redondance entre le détective et l'agent, qu'on voit sur le tableau à gauche, n'a pas été suffisamment donc, exploitée. On souhaiterait faire la différence entre des conflits impliquant la porte, qui est une issue qui est totalement étrangère au détective et à l'agent, tandis que le jardin et la fenêtre sont des issues qui sont parfaitement partagées par les trois experts. Le conflit, donc, avec le voisin devrait être moins fort qu'avec les deux premiers experts. La limite, à partir de cet exemple académique identifié, est que la somme des conflits locaux, 2 à 2, est complètement détachée de la cohérence et de la mémoire de chaque faisceau d'indices impliqué. Et alors que notre objectif est donc de tenir en compte de toute l'information disponible avant de déclarer du véritable conflit. La solution qu'on a mis en place, c'est de décomposer ce conflit en conflit cohérent, un véritable conflit qui rend la masse sur l'ensemble vide mieux interprétable sur la base d'indices adjacents, et l'artefact de conflit qui n'est plus du conflit et qui peut être réparti dans oméga sous la forme d'une information consensuelle, le principe de moindre engagement. En partant du principe de base de combinaison, pour une croyance X de EP mise à jour par une croyance Y de EQ, EP, ça peut être une frégate qui croit en une position X, et EQ, un chasseur de mines qui croit en une croyance Y. Lorsque la combinaison se passe correctement, l'ensemble d'intersections est non vide. Donc on obtient une masse inférieure, mais avec un Z plus précis, ce fameux ensemble d'intersection. Lorsque le fonctionnement est problématique, l'intersection n'offre aucune information dans oméga. Ce cas est bien à l'origine du conflit. La question que EP, le faisceau d'indices, devrait se poser, c'est que apprendre Y étranger de sa propre croyance en X discrédite les éléments donc, de Y, l'ensemble de positions par exemple, qui sont de potentielles bonnes alternatives. À quel point ce discrédit est-il représentatif des croyances globales que je véhicule? En d'autres termes, si le doute est jeté sur l'ensemble Y, parce qu'une croyance est entrée, quelle part de cette croyance totale confirme que Y est en effet impossible? On s'est intéressé à pondérer ce véritable conflit par la cohérence de la croyance globale entre chaque faisceau d'indices. Puisque X inter Y est égal à l'ensemble vide, donc X est compris dans le complémentaire de Y, le transfert doit être, d'après nos recherches, proportionnel au renoncement de EP à Y. Ce renoncement, c'est l'utilisation de la fonction de plausibilité prise au complémentaire à 1, le relancement de EP envers Y, et de façon symétrique, puisque la combinaison, la fusion information est une opération symétrique pour nous entre deux faisceaux d'indices, le relancement de EQ pour X. Donc, on se sert du conflit classique, de la règle de combinaison classique, pondérée à chaque fois par le renoncement à X et le renoncement à Y, ce qui nous donne une formulation prouvée du conflit cohérent, qui présente une borne inférieure au conflit quadratique, donc il est toujours en excès lorsque conflit il y a, et garde la propriété de symétrie du conflit kappa classique. On sent que pour une combinaison 2 à 2, voilà, lorsqu'il n'y a pas de conflit, on n'entre pas dans les deux dernières boucles de calcul. Et lorsque le conflit existe, alors c'est une somme quadruple qui implique une complexité calculatoire bien plus importante, ce qui augure une complexité encore plus difficile à contrôler lorsque plusieurs faisceaux d'indices seront combinés. Les 4 axiomes de la axiomatique donc, de Dexter-Burger ont été conservés, à savoir la monotonie dans l'imprécision, qui préconise que lorsqu'un faisceau d'indices est plus précis qu'un autre, le conflit qui l'implique peut être forcément que plus élevé, ne sera que plus élevé. Les valeurs extrémes du conflit, conflit total, conflit cohérent et total. En l'absence de conflit, on l'avait précédemment, le conflit cohérent est absent. L'invariance au raffinement également. Lorsque oméga est raffiné en un ensemble, un univers de décomposition plus exhaustif, alors le conflit est le même, puisque les nouveaux éléments subdivisés n'impliquent pas plus de conflits. Et ignorance is bliss, qui est la dernière propriété, traduite aussi dans le manuscrit par l'ignorance est consensuelle, propose que toute combinaison avec de l'ignorance laisse la masse sur l'ensemble vide invariante. La forme de formulation de l'ignorance lorsque oméga est considéré comme exhaustif, donc dans le monde fermé, elle est simple, c'est masse de l'ignorance sur oméga est égal à 1. Dans notre concept, dans notre paradigme, en monde ouvert, connaître oméga n'est pas certain. C'est si bien que l'ignorance de EP dépend de la croyance en oméga, et donc
de l'ensemble vide, tout ce qui est extérieur à oméga. Suivant le principe de mon engagement, on présente la masse de l'ignorance comme comme possédant deux éléments focaux, l'oméga, donc l'univers, et l'ensemble vide, suivant le principe de moindre engagement. L'artefact de conflit, donc, par complémentaire dans le conflit moins le conflit cohérent, et par la loi de De Morgan, présente la formulation mathématique suivante, démontrée dans le manuscrit également. Et par analogie, il a une borne inférieure et garde la propriété de symétrie. La logique de construction, donc à partir de cette décomposition du conflit en conflit cohérent et en artefact de conflit, doit être conjonctif, donc en l'absence de conflit, la règle classique. Et pour chaque conflit local entre X et Y, alors cet artefact de conflit doit être redistribué dans les parties de X union Y, selon le principe de moindre engagement, encore une fois, en l'absence d'informations additionnelles. Et la part du conflit doit être allouée à l'ensemble vide. Lorsqu'on prend la formulation logique de l'artefact de conflit comme suit, en appliquant le modèle conjonctif à droite et à gauche, Z est nécessairement inclus dans chaque intersection, X inter Y', les indices adjacents invalidant ou validant le conflit, et X' inter Y. Et le principe de mon engagement nous invite à ne pas considérer d'ensemble trop précis, et donc on choisira l'égalité à droite et à gauche pour l'ensemble de projections sur la décision. Et une nouvelle fois, le principe de mon engagement, l'union de cet opérateur logique. Pour récapituler, cet ensemble d'ensemble, donc le X' inter Y union X inter Y', on s'interroge, est-ce qu'il y a du conflit sur cet ensemble? Si oui, alors c'est du conflit cohérent, on a une égalité à l'ensemble vide, sinon différent de l'ensemble vide pour l'artefact de conflit. Le théorème présenté dans les travaux sur la construction de cette nouvelle règle préconise que la combinaison doit être donc la conjonctive classique en l'absence de conflit, plus l'artefact de conflit, Z différent du vide, et 0 plus l'égalité ou l'ensemble vide en cas de conflit cohérent. Les propriétés de notre règle, donc on parle de la commutativité est conservée, on a une symétrie. L'associativité est perdue, ce qui est beaucoup le cas pour l'amélioration de toute règle de combinaison par rapport à la règle classique. L'élément absorbant reste la fonction de masse contradictoire, masse sur l'ensemble vide est égale à 1, et l'élément neutre, comme on l'a vu précédemment, se présente de la sorte, et varie, la masse de l'ensemble vide varie entre 0 et le nombre d'or à l'inverse du nombre d'or, et l'inverse du nombre d'or au carré pour la masse sur oméga. Donc la propriété saillante de cette nouvelle règle, c'est qu'on garde une non-monotonicité de l'évolution de masse sur ensemble vide. Si la masse de oméga est supérieure à la masse de l'ignorance, alors l'ensemble vide peut diminuer jusqu'à une diminution quadratique pour une combinaison avec la vacuité. Donc on force les éléments focaux à rester dans oméga, les faisceaux d'indices à rester dans oméga. Donc elle peut augmenter, rester stable par élément neutre, ou diminuer en forçant la vacuité. Pour reprendre les scénarios du cambriolage présentés précédemment, l'artefact a été redistribué sur les éléments jardin, fenêtre et jardin ou fenêtre, comme on le voit ci-après, ce qui présente aussi un conflit cohérent 2 fois plus fort entre le voisin et le détective ou l'officier de police, alors que le détective, l'officier de police, qui avait des fonctions de masse redondantes, présentait un conflit cohérent 2 fois inférieur. Le scénario du cambriolage 2 présente justement 2 experts simplement, donc qui ont une masse de 1 tiers sur le jardin, 1 tiers sur la porte ou le jardin, 1 tiers sur l'ignorance, et le second, 1 tiers sur la fenêtre, 1 tiers sur la porte ou la fenêtre et 1 tiers sur l'ignorance. La porte est l'élément commun saillant qui est le meilleur second choix. Il a été mis en valeur avec notre règle, la NR, nouvelle règle, avec un poids de 0,160, tandis qu'avec d'autres règles, comme la règle classique, on a une fonction de masse plutôt uniforme sur l'ensemble des éléments focaux. Et la règle du Ducrot-Pratt, une règle illustrative en monde fermé, qui répartit l'ignorance sur l'ignorance locale, X union Y, présente aussi une fonction de masse uniforme avec ces 2 experts. Donc notre règle rend saillant les éléments consensuels qui rend du coup, de fait, la masse sur l'ensemble vide plus interprétable. Nous avons présenté les résultats théoriques de cette thèse. Nous avons appliqué ces résultats à des données sismographiques réelles, donc des sismomètres de fond de mer qui sont situés sur une carte de 50 par 100 km², des capteurs plongés à moins 4000, moins 5000 mètres de profondeur. Donc c'est un projet dimensionnant avec des capteurs peu simples,
dont l'information est croisée pour localiser les épicentres des séismes sur les dorsales au large de la Réunion, comme on voit sur l'image. C'est l'intégration de l'information, la variation en intensité acoustique peut nous donner des cartes azimut-temps. Donc, en fonction du temps, une azimut de provenance et l'intensité acoustique en côte. On va choisir l'azimut temps, l'histogramme le plus piqué pour déterminer la provenance la plus probable finalement de l'épicentre. Et ce, pour chaque station, on va intégrer cette information afin de la raffiner en faisceau d'indices. Le nombre d'azimuts désiré a été un paramètre pour construire ces faisceaux d'indices. Donc, nombre d'azimuts, c'est dépendant du nombre d'éléments focaux dans chaque direction. Par exemple, 24 azimuts de 15 degrés, 12 azimuts de 30 degrés de largeur. Et l'intensité acoustique choisie aura été la moyenne des histogrammes sur la borne pour chaque azimut. Donc, on aura utilisé aussi une moyenne glissante pour homogénéiser les résultats sur les azimuts peu précis. L'espace de composition du séisme pour la construction des faisceaux d'indices a été de transformer l'information en azimut en position. Tout le travail a été de définir une précision en maille avec des éléments oméga de position potentielle du séisme. Et la masse sur ces ensembles de positions appartenant à un azimut a été donc l'intensité acoustique moyenne présentée précédemment sur la somme de toutes les intensités sur le disque de 360 degrés. Voilà, ici on présente le contour des faisceaux d'indices, donc la fonction de contour, l'enveloppe des faisceaux d'indices pour 12 azimuts. Donc on voit la direction la provenance des épicentres des séismes en fonction de l'intensité acoustique. Et en côte, donc la masse de ces éléments focaux, la fonction contour de la masse de ces éléments focaux. Pour n gamma égale 24, on affine les secteurs de recherche, on double le nombre d'azimuts. Cet affinage implique donc une augmentation de la complexité calculatoire. Cette complexité calculatoire a été maîtrisée dans ces travaux selon le nombre de faisceaux d'indices à combiner. Voilà. Donc, plus il y a de faisceaux d'indices, plus la combinaison va être complexe. Et le nombre d'éléments focaux par faisceau d'indices, ce qui pour une règle conjonctive classique étant grand O du nombre d'éléments focaux au carré et au puissance 4 dans notre règle en cas de conflit. Donc en limitant le nombre d'éléments focaux, on limite aussi la complexité. Sachant que pour un corpus probatoire, donc fusion de plusieurs stations, plusieurs faisceaux d'indices, il existe différents arbres de combinaison possibles. On ne va pas choisir arbitrairement un arbre de décision, un arbre de combinaison. On va choisir tous ces arbres de combinaison et les moyenner sur leur nombre. Donc le nombre d'éléments d'arbres de combinaison existants et le nombre de catalans donc d'arbres binaires stricts de combinaison. Exactement 2 faisceaux d'indices par combinaison élémentaire. Ce nombre de catalans présente des risques d'explosion calculatoire lorsqu'il est assez grand. Donc quand il est petit, le traitement qu'on fera est exhaustif. Et lorsqu'il est trop grand, on passera à un traitement statistique qui est justifié par l'application de la règle de Murphy, donc la moyenne arithmétique présentée précédemment, et donc de l'application du théorème central limite, puisque pour une somme de petites perturbations, ou une moyenne de petites perturbations, ces perturbations, cette moyenne, converge en loi vers une fonction normale. L'intervalle de précision peut être réglé ainsi que l'intervalle de confiance en fonction de la fonction d'erreur. Pour chaque masse, en analysant les fonctions, les matrices de covariance, les éléments diagonaux étaient bien supérieurs, on avait indépendance des masses, on pourra minorer la précision, la confiance, excusez-moi, par la fonction de masse sur l'élément focaux présentant l'écart type le plus fort. Donc, en choisissant un nombre maximum de combinaisons et réglant le paramètre compromis précision de confiance, on arrive à obtenir un traitement statistique et exhaustif, suffisamment exhaustif, on va dire, de la combinaison, sans avoir à calculer tous les arbres de combinaison pour les nombres de catalans trop forts. Donc, les objectifs, en limitant le nombre d'éléments focaux à présent, ont été d'affiner la recherche de l'épicentre en réduisant la taille des azimuts, et ceci en majorant le nombre d'éléments focaux. Donc pour chaque élément focaux, chaque azimut, on a un élément focal. On s'est intéressé à pas considérer tous les azimuts et se concentrer sur des oméga prime, des sous-univers de position, dans lesquels au plus f max azimut fixé par l'utilisateur, de complexité maximale, seront projetés. L'algorithme est le suivant, on choisit un nombre d'azimuts
on produit le corpus probatoire par combinaison instantanée, comme on a présenté précédemment, et en augmentant la précision, n gamma k.3 supérieur à n gamma k-1 pour l'itération k à présent, peut dépasser la complexité et ainsi resserrer le cas du discernement à oméga k inférieur à oméga k-1 ou inclus dans oméga k-1. Donc le cardinal est inférieur. Ce résultat produit des contours de combinaison d'informations de recherche d'épicentre donc sur la carte marine qui sont 77 fois supérieurs en richesse de croyance avec notre règle, tandis qu'avec la règle classique, on perd en spectre de la fonction contour. L'enveloppe est plus fine. Lorsque Fmax est égal à 24, donc le nombre maximal d'éléments focaux choisis est égal à 24, et le nombre d'azimuts est égal à 24. En augmentant ce nombre d'azimuts voulu, on va resserrer oméga. Donc là, encore une fois, on a une richesse des croyances avec notre proposition 27 fois supérieure avec donc voilà notre règle, et la règle conjonctive classique, bien qu'elle présente des résultats similaires parce qu'on a des bonnes inférences et des capteurs de bonne qualité, présentera un spectre plus pauvre. En augmentant encore le nombre d'azimuts, on resserre encore une fois l'univers des positions à maille fixée, je précise, et on reste avec une richesse de croyance 13 fois supérieure sur une carte d'intensité comme présent. Donc pour estimer la position d'un épicentre, le spectre des croyances présente des positions plus saillantes avec une enveloppe plus riche, qui est la propriété principale de l'artefact de conflit. Majorer la complexité calculatoire a été fait sur le nombre d'opérations élémentaires et aussi sur le cardinal des éléments focaux, le nombre d'éléments focaux maximal, qui est réglé sur un traitement statistique, donc lorsque le nombre d'opérations est supérieur à 30, puisqu'on considère que le théorème central limite présente des validités satisfaisantes au-delà de 30 échantillons, à un compromis précision-confiance décidé par l'utilisateur. Toujours dans un contexte défense, on s'intéressera à l'infection d'un système de fusion crédale synthétique pour lequel on a mis à l'épreuve le fonctionnement avec un agent de corruption extérieur qui cherchera à désorienter l'information. Le système de fusion ne présente pas de contraintes. Il intègre une information vulnérable. Donc, l'axiomatique change parce que le contexte opérationnel change. On perd de la collaboration de l'information pour certains faisceaux d'indices et l'information devient donc non indépendante puisque l'intelligence commune va contrôler plusieurs faisceaux d'indices vulnérables. L'agent de corruption cherchera à désorienter donc la décision en ayant un impact sur le système de fusion, ainsi que aussi opérer dans une logique de maximum de discrétion, donc minimiser son empreinte au moment de son attaque. Donc voilà, on présente l'agent de corruption avec les faisceaux d'indices au niveau crédal, qui viendra lire, avoir accès en écriture au faisceau d'indices vulnérable marqué d'une étoile, et injecter sa propre information M étoile afin de la propager dans le système et modifier la décision pour désorienter le système d'information. Les hypothèses donc, sur l'empreinte sont basées sur une mesure de l'état du système avant la combinaison et calculées selon relativement un fonctionnement de croisière, un fonctionnement normal du système. On va calculer donc les distances entre tous les faisceaux d'indices de A2 existants dans l'ensemble de l'information combinée à partir d'une mesure de distance qui est une proposition de Joussem, Grenier, Bossé, qui est basée donc sur les différences des formes vectorielles des fonctions de masse, donc sur 2 puissance oméga, l'ensemble des parties de oméga, et basée sur l'indice de Jacquard qui calcule le nombre d'éléments en commun vis-à-vis sur le nombre d'éléments totaux comparés, le nombre d'éléments focaux comparés. L'empreinte est donc calculée sous la forme d'un angle entre la matrice des distances avant et après infection marquée d'une étoile. Le produit scalaire est donc la somme des produits scalaires de tous les vecteurs colonnes en comparaison. L'impact de l'agent de corruption est mesuré après la combinaison et calculé relativement au fonctionnement donc normal, encore une fois, et est basé sur la métrique de Betting Commitments, la mesure de Liu qui est basée sur la probabilité punistique, qui est une façon de projeter les croyances sur un espace de décision, et une mesure de distance, donc la distance infinie sur 2 puissance oméga. La formulation de l'impact est la suivante, c'est précisément la mesure de Liu qui calcule la différence entre les probabilités punistiques du système non infecté et avec une étoile donc infectée,
et cherche le maximum de cette infection dans une direction donnée que l'on peut récupérer en choisissant de calculer l'argument maximal qui maximise finalement cette différence. Donc on peut comprendre dans quelle direction l'attaquant a choisi d'infecter le système. La mesure de correction du système est une grandeur à 2 dimensions, elle est complexe. Donc pour une décision contradictoire, on a une valeur d'impact est égale à 1, et la décision inchangée, 0, l'attaque a été inefficace. Lorsque le genre de corruption a réussi sa logique de discrétion, on reste sur une empreinte égale à 0, à un angle collinéaire, tandis que pour pi sur 2, la discrétion a été la pire, et l'agent est orthogonal à l'ensemble des faisceaux d'indices de base. Les hypothèses sur l'infection sont que l'information infectée est injectée sur l'information intègre, est un mélange de ces deux informations pondéré par un poids de zeta, qu'on voit ci après, entre l'information utile, le type d'attaque de l'attaquant, et M, la fonction de masse intègre, qui était censée circuler dans le système de fusion crédale. L'agent peut ainsi doser son infection, car quelle que soit la valeur de distance entre M et M étoile, il sera toujours inférieur à zeta, ce qui permet de lui avoir une base de réflexion pour doser son infection, son empreinte. Nous sommes intéressés à l'attaque par focalisation qui va concentrer l'attention sur un ensemble en particulier, même un élément en particulier. La négation de l'information qui va prendre le complémentaire de tous les éléments dans oméga de l'information. Et la simulation de panne, notre système peut aussi détecter des vraies pannes, pas seulement des attaques, en injectant de la masse sur oméga, l'ignorance totale dans l'univers des possibles. Toutes ces infections gardent la même structure d'information parce qu'en termes d'ordre de grandeur, de nombre d'éléments focaux, il n'y aura pas d'explosion combinatoire avec ces attaques-là. Les faisceaux d'indices générés pour la simulation ont été synthétisés de la sorte. 5 faisceaux d'indices maximum, dont 2 qui seront infectés, un cadre de discernement de taille 5 et un nombre limité d'éléments focaux, quand même inférieur ou égal à 6. Chaque élément a une probabilité d'appartenir à un tiers à chaque élément focal dans chaque faisceau d'indices. Et l'élément de vérité, oméga V, qui est la vérité de terrain, a une probabilité d'appartenance plus forte, 5 neuvièmes. Donc on a quand même besoin, on a un recours à l'infusion d'informations, car la probabilité de la vérité n'est pas proche de 1, et un tiers est suffisamment important pour brouiller les pistes et demander un recours à la fusion. E1 et E2 sont des faisceaux d'indices vulnérables et ont été infectés. Donc, 3 modèles d'infection qui ont été présentés sont appliqués sur E1 et E2 pour chaque simulation, sur toutes les intensités entre 0 et 1 par pas de 0 et 1, donc pas d'infection jusqu'à infection totale, et sur 1000 tirages. On a choisi de prendre la moyenne arithmétique pour injecter la fonction de masse dans le système d'information avant combinaison. On présente les valeurs de correction du système selon s'il fonctionne avec la règle classique en rouge et la nouvelle règle en bleu. Le module, eh bien, donc, c'est l'impact de l'attaque et l'angle, l'empreinte de l'attaque. Pour des modules inférieurs à 0,18, donc des impacts faibles, notre règle est légèrement moins robuste que la règle classique. Toutefois, lorsque l'infection est plus forte, avec des valeurs d'impact bien plus importantes, notre règle est en retrait et est sensiblement plus robuste que la règle classique pour arrêter les attaques. Donc, on voit aussi également que la fonction de focalisation présente des valeurs d'empreinte très très fortes, au-delà de 20 degrés largement pour les 3 dernières infections, donc des angles jusqu'à 25 degrés, plus facilement détectables. La simulation de panne a des très faibles valeurs d'impact pour des valeurs d'angle commencent à être raisonnablement élevées. Et la négation semble être l'attaque qui présente le plus faible empreinte, donc majorée par 15 degrés, même pour des valeurs d'impact suffisamment élevées, proches de 1,5. La corruption du système s'est fait avec la règle classique plus robuste pour les petites valeurs d'impact, et pour les moyennes et grandes valeurs d'impact, la règle proposée a été plus robuste. L'efficacité des infections, on montre que la négation de l'information, qui est une attaque quand même plus onéreuse parce qu'elle cherche l'information dans chaque élément focal, a un meilleur rapport empreinte-impact et présente l'attaque la plus discrète. Dans l'objectif de meilleure lecture de l'information fusionnée, les objectifs de la thèse ont été donc
de faire ressortir l'information consensuelle, mettre en avant les éléments saillants et caractériser le conflit dans l'information de façon plus fine qu'il était précédemment en monde ouvert. Et différents modèles d'infection ont été explorés en présence de vulnérabilité selon aussi le contexte de fusion. Les résultats théoriques ont montré une décomposition du conflit en artefacts de conflit et conflits cohérents. Conflits cohérents qui finalement vérifient une axiomatique riche et en étroit lien avec la monotonicité de l'information, de l'imprécision, pardon. Et ce conflit cohérent a la propriété donc de voir une gestion non monotone de l'ensemble vide lors de combinaisons successives, ce qui est une propriété saillante vis-à-vis de la règle classique. La redistribution, quant à elle, de l'artefact de conflit, s'est faite selon le principe de moindre engagement et permis d'être en exergue, comme on a vu dans les résultats applicatifs, l'information consensuelle. Ces résultats donc, ont validé applicatifs les résultats théoriques et synthétiques, les scénarios du cambriolage présentés en première partie. Les positions des épicentres ont été plus piquées qu'avec la règle classique et la mise en place de techniques de limitation de la complexité calculatoire ont été faites selon le nombre d'éléments focaux maximum et le nombre de combinaisons, donc d'opérations à faire. Pour la partie d'infection, lorsque la vulnérabilité de l'information a été prise en compte, on a construit un modèle de système générique, donc sans contrainte, et des mesures de corruption ont été ont été définies sur la base de mesures d'impact et d'empreinte. Et ces résultats ont démontré la robustesse de notre règle de combinaison. Donc, comme une première base avant de s'attaquer à un système réel, avant de s'attaquer à un système idoine, sur un système générique, comme première base, a présenté une meilleure robustesse que la règle classique en monde ouvert. Ces travaux pourraient s'orienter vers d'autres directions ou alors prolonger aussi la prise en compte de la fraîcheur de l'information, prendre la datation de l'information, extrapoler l'information afin d'obtenir plus de sources, prendre les informations aux instants précédents, faire du filtrage de Kalman pour enrichir le nombre de sources d'informations et aussi étendre la nouvelle règle à plus de 2 sources pour la rendre, par exemple, associative, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu de la complexité déjà à 2 faisceaux d'indices de notre règle de combinaison présentée en résultat théorique. Les pistes concernant les jeux de données, on pourrait travailler avec des jeux de données plus dimensionnants, notamment écouter différentes bandes de fréquences, regarder l'information contenue dans les hydrophones, pour les données acoustiques par exemple, et aussi valider l'expérimentation d'infection sur de la donnée réelle, avec des éco-radars, l'information de passerelle, et sur un système réel modulo, finalement l'accès aux données et à ces contraintes-là. En dernier point, on pourrait explorer encore les techniques de contre-contre-mesure, de contre-corruption, propres aux spécificités et contraintes d'un système naval réel à l'étude, dans un contexte maritime, défense. Je vous remercie pour votre attention. Avez-vous des questions ?